Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous mes romans lus pendant le mois d'août. Oui, il y a eu beaucoup de piles à lire sur ce mois de septembre, mais il y aura quand même un point lecture. Et on démarre tout de suite. J'ai lu 8 romans et il y a un abandon. J'ai abandonné Le Chant des Glaces de Jean Krug, publié aux éditions Pocket. Alors, un roman qui me tentait vraiment beaucoup. On est sur une planète glaciaire et on nous explique à l'arrière que les ressources sont extraites par des milliers de prisonniers, puisque la planète où se déroule cette histoire, c'est une espèce de planète prison. Donc, j'aimais bien cette idée-là. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché à la plume de l'auteur. Je ne comprenais pas ce que je lisais, en fait. Enfin, c'était... ça me paraissait parfois complètement brouillon. J'ai mis un temps certain à me rendre compte qu'on avait une alternance de points de vue. Pas de contextualisation, il y a du vocabulaire spécifique, aucune explication non plus par rapport aux termes employés. Et tout me paraissait flou, brouillon, absolument pas clair, et je retournais pas du tout à ma lecture avec plaisir. Et j'ai eu aussi l'impression parfois que l'auteur, voulait faire des jolies phrases, c'est-à-dire que on avait des choses assez brouillonnes et tout d'un coup, comme ça, une phrase ressortait assez poétique ou en tout cas une phrase suffisamment différente des autres pour que je la note et que je m'arrête en me disant tiens, c'est marrant, c'est joli, voilà. Et du coup, cette impression-là m'a donné aussi l'impression de quelque chose d'artificiel, de pas naturel. Donc, je comprenais pas grand-chose de ce que je disais, en tout cas par rapport à l'histoire. Le style ne me plaisait pas beaucoup. J'ai dû lire, le roman fait 440 pages. Je suis même pas certaine d'être arrivée à la page 50. J'accrochais pas du tout. Je retournais à ma lecture avec beaucoup de déplaisir. Et j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent. Je suis allée voir différents avis quand j'ai senti que ça allait être compliqué. Et ce que je ressentais, je l'ai vu dans les avis en fait. Donc j'ai fini par me dire que ça allait être comme ça tout du long. Et franchement, j'avais pas envie. Donc malheureusement, j'ai décidé d'abandonner ce titre. Et je ne suis pas certaine que je relirai l'auteur et j'en suis désolée. La déception du mois. Je suis dégoûtée. C'est L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gaiman-Hart. C'est publié chez PKJ. C'est un roman jeunesse dont j'avais entendu le plus grand bien sur ce titre, vraiment, notamment Galéane, que je suis, Laetitia du Conte Galéane, que je suis depuis très longtemps. Je crois que c'est un roman qu'elle avait adoré. Voilà, j'ai vu quasiment que des coups de cœur sur ce titre et moi j'arrive avec mon unpopular opinion. Voilà, c'est une déception. Donc ici, on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Coyote. Elle a 12 ans et elle traverse les États-Unis dans un bus scolaire réaménagé avec son père. Donc on est dans une histoire un peu, enfin pas un peu, en mode road trip. On va traverser les États-Unis. Alors je vous dis pas trop pourquoi, mais le Coyote va avoir un objectif. On va être dans un roman, donc road trip forcément, mais aussi avec de l'aventure, il y a du suspense, il y a de l'humour. On a une fond de famille puisque au fur et à mesure de leur parcours, il y a un certain nombre de personnages qui vont se joindre dans le bus voilà, une espèce de famille recomposée comme ça qui va se recréer. Il y a des sujets super importants qui sont abordés dans ce titre. Ce groupe de personnages qu'on va rencontrer, certains sont assez atypiques, ils sont assez touchants, ils sont mignons, ils ont pour la majorité eu des histoires pas faciles. Mais malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Donc c'est un roman jeunesse. Je le savais avant de commencer ma lecture. Vous savez que les jeunesses, c'est pas forcément ce que je préfère lire, mais il m'arrive d'avoir d'excellentes surprises et d'accrocher beaucoup avec certains titres. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité et de hasard heureux. Alors en jeunesse, c'est assez logique, hein. Il n'y a pas forcément de grosse complexité. Mais là, j'avoue que ça m'a un petit peu gênée. Il y a beaucoup de sujets importants, mais justement, moi je trouve que certains sont trop vite traités, trop vite balayés, pas assez approfondis. Alors, le sujet qui tourne vraiment autour de Coyote, il est présent et je trouve plutôt pas mal traité, mais en tout cas pour les autres sujets, c'est un peu léger, en tout cas à mon avis. L'histoire, elle est bien menée, c'est bien fait. Il n'y a pas vraiment de surprise sur la fin en tant qu'adulte. Quand on le lit, on se doute bien de là où l'auteur veut nous emmener.
Voilà, ça c'est pas quelque chose qui me gêne. Il y a des beaux messages, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour dans ce roman. Il y a plein de choses très très bien. Mais voilà, moi ça m'a pas touchée, j'ai pas été emportée par cette histoire. Je l'ai lu sans déplaisir, vraiment, c'était pas une torture, loin de là, c'était sympathique, mais clairement je ne suis pas la cible de ce genre de titre, et là je trouve que c'est un titre qui se cantonne quand même à un lecteur plus jeunesse. Donc je pense que c'est un titre qui est parfait à lire par un ado en été, voilà, typiquement genre, allez, je dirais entre 13 et 15 ans, je pense que c'est un titre parfait pour ça se lit très bien. C'est pas particulièrement écrit gros, mais franchement, c'est extrêmement facile à lire. Je suis restée un peu spectatrice de ma lecture. Je n'ai pas été touchée par les sujets évoqués dans cette histoire, mais je vois les qualités du titre et je suis malgré tout capable de dire que c'était juste pas un titre pour moi. Mais je pense que voilà, pour un ado ou éventuellement un jeune adulte, voilà, qui peut-être sera plus touché par la plume que moi, c'est aussi une possibilité. Comme je vous le dis, c'est un titre qui est extrêmement bien noté, donc voilà, j'arrive un peu comme les cheveux sur la soupe, mais moi, je suis restée assez spectatrice de cette histoire. J'ai pas été particulièrement émue ni touchée par Coyote et les autres personnages, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, moi je vous le recommande si vous avez un ado dans votre entourage ou que vous-même voulez le découvrir. Voilà, pourquoi pas. Un road trip à travers les États-Unis avec beaucoup de sujets importants. Voilà, c'était une lecture sympathique, mais franchement, au vu des énormes avis positifs que j'avais vus, malheureusement pour moi, ça a été une déception. Ensuite, j'ai lu enfin, parce que ça fait longtemps que je voulais lire quand même, c'est L'Enragé de Jennifer Tellier, publié ici aux éditions 404. C'est un titre qu'on a énormément vu tourner à une époque. C'est un one-shot de fantasy. On va être donc dans un royaume de fantasy et on a le roi perd tous ses héritiers et il a besoin d'aller retrouver. Il apprend qu'il y a un garçon et une fille jumeaux qui lui ont été cachés, ou en tout cas je sais plus trop, qui sont des enfants peut-être d'une de ses maîtresses, je sais plus trop, et il a besoin d'aller traverser le royaume pour aller les récupérer, et donc pour cela il va aller chercher, enfin pas lui mais en tout cas des mercenaires, aller chercher l'Enragée, qui est une jeune femme badass, qui est connue pour son sale caractère, qui est assez libre sur tous les points de vue, et donc ils estiment qu'ils ont besoin de elle puisque ça serait une des femmes les plus fortes, et donc voilà, et donc une troupe de mercenaires va aller l'embaucher, et puis on va donc partir en quête de ces deux enfants pour qu'ils puissent revenir sur le trône, puisque le roi est très malade et a priori va mourir dans un délai assez court. Ça se lit très bien, je trouve que la plume est immersive assez rapidement, l'histoire elle est plutôt bien menée, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de combats, beaucoup de complots, c'est très dynamique. Franchement, à nouveau c'était une lecture agréable. Je trouve que pour one shot de fantasy, je pense que voilà, je pense qu'on peut le recommander. Par contre, au niveau des personnages, je trouve que en dehors du personnage principal de l'Enragé, les autres, ils sont plutôt, alors pas inexistants, mais plutôt transparents en fait. Je trouve qu'ils n'ont pas d'épaisseur en fait. Voilà, c'est ça. Les personnages qui tournent autour d'elle, voilà, il y a une romance qui va se créer. La romance, je l'ai trouvée un peu, c'est un peu amour au premier regard, quoi. Donc ça m'a pas, j'y ai pas particulièrement cru. Et puis ouais, et puis les personnages de manière générale, j'ai pas trouvé, il n'y en a aucun vraiment, j'allais dire, qu'à trouver grâce à mes yeux, c'est un peu fort, mais c'était pas dingue. Je trouve qu'il y a des facilités, il y a pas mal de clichés, et il y a le fameux ta gueule c'est magique, puisque je trouve qu'il y a quand même aussi pas mal de choses qui ne nous sont pas expliquées en tant que lecteur, et on nous dit juste cherche pas, c'est de la magie. Ok, bon, après tout c'est un one shot, voilà, pourquoi pas, je peux l'accepter. Donc les personnages un peu transparent, la romance un peu qui arrive, je trouve moi un peu comme un cheval sur la soupe. Il y a je trouve que le dernier tiers, il est aussi un peu longuet. Enfin, le roman, il fait quand même 450 pages. Je trouve que voilà, sur le dernier tiers, on se traîne un peu en longueur, ça ressasse. Voilà, ça m'a pas. Je trouvais que c'était un petit peu long sur la fin.
Et puis il y a aussi un truc qui m'agace, ça je l'ai aussi souvent, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup dans les romans, c'est qu'au fur et à mesure que le texte avance, l'enragée ça devient Wonder Woman, hein. Elle peut tout faire, on lui découvre des trucs, elle devient super puissante, enfin voilà, c'est Wonder Woman. Donc entre le ta gueule c'est magique et le Wonder Woman, elle fait tout, elle est plus forte que tout le monde, enfin voilà, c'est un peu absolument pas crédible en fait, voilà, ça m'a pas... voilà, j'ai pas... ça m'a gêné, vraiment c'est un truc qui m'a gêné. Voilà, après c'est sympa quand même d'avoir dans un roman de fantasy une femme présente, qui est libre sur tous les points de vue, donc elle fait ce qu'elle veut quand elle veut dans un univers qui est quand même extrêmement masculin, donc ça c'est quand même à noter, c'est plutôt intéressant. Voilà, malgré ces quelques petits défauts que dont je vous ai parlé, je trouve que c'est une lecture qui est quand même très sympathique. J'ai passé un bon moment, clairement, je ne me suis pas ennuyée, voilà, même s'il y a des choses qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, et puis le dernier tir un peu long, voilà, sinon je peux vous le recommander aussi si vous avez l'occasion de le découvrir, mais à nouveau, je suis plutôt loin de la méga hype qu'il y a eu autour de ce titre. Pour moi, c'est un one-shot de fantasy de qualité, voilà, plutôt réussi, qu'on peut recommander pour des gens qui veulent justement faire un one-shot sans se lancer dans une série à rallonge. Mais ça s'arrêtera là pour moi. Je ne fais pas partie des gens qui ont eu des méga coups de cœur sur ce titre, loin de là. Un autre titre sur lequel je suis un peu, voilà, je suis un peu mitigée, enfin mitigée. Je ne suis pas mitigée sur l'enragé, mais il y a quand même quelques défauts. Et clairement, je vous dis tout de suite, l'enragé, c'est un titre que je ne garderai pas dans ma bibliothèque. J'ai lu Vengeance à froid de Preston & Child, le tome, je ne sais plus combien, avec l'inspecteur Pendergast. Et ici, on est dans le second tome d'une trilogie qui nous voit plonger dans le passé de Pendergast. Alors, dans la série Pendergast, ce sont des tomes qui se suivent. À l'intérieur, vous avez notamment la trilogie Diogène, qui sont 3 tomes qui se suivent et que je vous recommande absolument de lire dans l'ordre. Et ici aussi, on a à nouveau le même principe, une trilogie qui nous revoit replonger dans le passé de Pendergast. Je pense que celui d'avant, c'était Fièvre mutante. Et ici, donc le tome 2, c'est Vengeance à froid. Donc là, à nouveau, il faut vraiment démarrer par Fièvre mutante pour le coup. Et tome 2 à l'intérieur de la trilogie, je trouve qu'on est aussi sur un tome de transition puisque on va continuer à plonger dans le passé de Pendergast, notamment suite aux événements dont on a pris connaissance dans le tome précédent. Et dans ce tome-ci, c'est 100% action. Ça va super vite. Je trouve que Pendergast se transforme par moments en un espèce de James Bond qui m'a un peu agacée, qui est assez loin du personnage que j'ai rencontré dans les tomes précédents. Je trouve qu'ici, c'est un peu le syndrome James Bond. C'est parfois à nouveau un peu facile, un peu rapide sur certaines choses. Il veut un renseignement, il n'arrive pas à l'avoir, clac, il fait ça, paf, et c'est bon, 3 secondes après, il a l'info, il part dans un autre endroit. On traverse, pas le monde entier, mais on traverse beaucoup de différents pays du monde. Donc c'est ce côté-là qui m'a un peu agacée au bout d'un moment, même si j'aime toujours beaucoup suivre ce personnage. Et puis j'aime aussi beaucoup les personnages secondaires qu'on rencontre. Et ici, il y a vraiment un gros suspense autour de quelque chose de très précis. Et moi, j'aime bien toujours aller plonger dans le passé de Pendergast. Et puis Preston & Child, ça se lit toujours super facilement. Il y a beaucoup de fils, les auteurs mélangent vraiment beaucoup de fils narratifs, il y a beaucoup de mystères. Au début, je trouve qu'on a une ambiance, on va être dans l'Angleterre brumeuse du Chien des Baskerville de Conan Doyle, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et au début, je me suis dit, oh là là, je vais adorer ce tome si on est comme ça, dans cette espèce de fog, dans la contrée anglaise, très très lointaine avec le brouillard, etc. Mais ça n'a pas duré très très longtemps, c'était un petit peu dommage, mais voilà, c'était quand même plutôt intéressant d'avoir ce début. Je trouve toujours que nos auteurs sont sans pitié avec leurs personnages. Ils souffrent, ils morflent, ils prennent vraiment très cher quand même, tous autant qu'ils sont. Voilà, je continuerai à la suite parce que je veux quand même savoir ce qui se passe après, avoir le fin mot de ce qui se passe dans ce tome 2, surtout après la fin, le cliffhanger, parce que là, il y a une fin au cliffhanger du tome 2. Je maintiens que, en tout cas, pour le moment, cette trilogie est inférieure à mon goût à la trilogie Diogène, qui est vraiment excellente. Mais voilà, c'est toujours aussi agréable à lire, j'aime toujours beaucoup et ben voilà, je vais continuer puisque j'aime assez quand même ce mélange entre policier, fantastique, voire ésotérique sur certains points. Et voilà, donc franchement, je lirai la suite, il n'y a absolument aucun doute. Et voilà, moi je continue de vous recommander toujours cette série que j'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai lu un service presse numérique que l'auteur José Carli m'a envoyé. Donc, j'allume ma liseuse pour essayer de vous montrer la couverture puisque j'ai lu Les Yeux Nuits. C'est publié aux éditions Berlia. Et ici, on va plonger dans les années 90. On va faire la rencontre d'une famille, somme toute, assez banale. La particularité de cette famille, c'est que le père est extrêmement, on va dire, influent et connu dans la ville. Dans la ville dans laquelle ils habitent avec sa femme et son fils. Alors, j'ai un petit souci, j'arrive pas à afficher correctement la couve, mais c'est ce titre-ci, donc Les Yeux Nuits de José Carli chez Berlia. Oui, donc on va suivre donc, une famille habite dans une petite ville, on est dans les années 90, et donc le chef de famille est assez implanté, c'est quelqu'un qui est reconnu pour son travail, qui est alors pas noble ni bourgeois, mais en tout cas vous voyez qui est en tout cas au niveau social dans une catégorie assez élevée. Il est donc marié, et puis il a 2 fils, qui sont très très différents. Il a un de ses fils qui est extrêmement studieux, très rigoureux, qui a priori est plutôt sur les traces de son père, et un second fils qui lui est il est très très branché jeux vidéo, musique grunge, enfin voilà, tout ce qui était dans les années 90, voilà, il adore tout ce qui est lié au fantastique, toutes les créatures, tous les mystères, tout l'imaginaire. On est plutôt sur un créatif en fait, et quelqu'un qui a de l'imagination. Vous vous doutez bien, dans cette famille, eh bien, ce jeune garçon, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, on va dire, et eh bien, son père a un peu tendance à être sur son dos en permanence. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus par rapport au résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début du tome 1, pas du tout, de ce roman, l'un des 2 frères va rentrer chez lui et il va découvrir son frère dans une mare de sang dans la cuisine, me semble-t-il. Voilà, je vous dirai rien de plus, je vous donne juste ce pitch-là. Et je vous laisse découvrir parce que moi, quand je l'ai lu, je n'en savais pas beaucoup plus. Enfin, si, j'avais lu le résumé, mais j'ai été très surprise par le démarrage et je me suis dit, ça part bien. Et effectivement, j'ai passé un très chouette moment avec ce roman. La plume, elle est extrêmement agréable, c'est super immersif, très très vite. J'étais à fond et vraiment, les personnages sont caractérisés très très rapidement, vous comprenez bien où vous êtes, etc. C'est très agréable à lire. On est plongé au milieu des années 90. Les années 90, c'est mon adolescence, donc forcément, il y avait pas mal de références à certaines choses qui ont fait écho en moi, que je connaissais. Donc l'auteur va partir sur quelque chose d'un petit peu fantastique, notamment grâce à une légende qu'il a créée de toutes pièces. Et j'ai trouvé cette légende vraiment sympa, et je serais assez curieuse, pourquoi pas, de retrouver cette légende, une partie de ce qui se passe dans ce roman, mais je ne peux pas trop vous en dire, bien évidemment, dans un autre texte, pourquoi pas. On est sur un roman extrêmement dynamique, on ne s'ennuie pas, il fait, je crois, 250 pages à peu près sur la liseuse, donc forcément, ça va assez vite. On a le côté fantastique qui est présent, notamment grâce à cette fameuse légende que l'auteur a créée, mais on a également tout un tas de références aux films de genre des années 90, à la pop culture, aux films fantastiques, aux films d'horreur, etc., etc. L'histoire a un bon rythme, il y a juste, en tout cas moi, un petit bémol pour moi, il y a 2 personnages qui vont à un moment se poser avec un autre personnage, et j'ai trouvé que cette partie, même si elle a un intérêt, je l'ai trouvée un petit peu lente en fait par rapport au rythme de l'histoire qu'on a eu tout au long du texte, un rythme assez rapide, assez dynamique, etc. Et là, on s'arrête un peu et je trouve que ça ralentit en fait l'histoire, ça prend un peu de temps, même si bien évidemment cette partie elle a un intérêt, mais voilà, j'ai eu un petit peu de regret par rapport à ça. Voilà, mais c'est aussi une partie, cette toute petite partie là qui m'a moins intéressée que ce qui se passe avant et ce qui se passe après. En plus de ce côté fantastique et de ce roman un peu... feel good, non pas du tout, mais un roman d'aventure, on va dire, oui, un roman fantastique, d'aventure, d'action. L'auteur, il en profite aussi, je trouve, pour aborder pas mal de questionnements des adolescents, certaines problématiques par rapport au passage à l'âge adulte, le questionnement des adolescents par rapport à leur vie future, la pression familiale, la pression sociétale, la fameuse question « qu'est-ce que tu feras plus tard? Qu'est-ce que tu feras après ton bac et après tes études? Qu'est-ce que tu feras et où est-ce que tu vas travailler et qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ?» Des questions qui sont, que l'on pose tous
aux ados de notre entourage, parce qu'on sait à quel point c'est important de notre regard d'adulte qu'ils puissent se projeter assez tôt, mais également cette espèce de pression qu'on leur met inconsciemment, je pense. Et puis parfois, malheureusement, il y a certains ados qui mettent parfois plus de temps que d'autres. Donc il y a toutes ces problématiques-là liées à l'adolescence, et il y a aussi d'autres sujets qui sont, alors pas traités, mais en tout cas abordés, et qui sont aussi intéressants, même si ils sont, alors pas mis de côté, c'est un peu fort, ils sont effleurés, ils sont pas vraiment traités, je trouve, mais ils sont quand même là, et je pense que des adolescents qui liraient ce titre pourraient se reconnaître sur certains de ces sujets. Petit bémol à mon avis à moi, juste la fin que j'ai trouvé un peu abrupte. J'aurais aimé en avoir un peu plus, peut-être un épilogue ou quelques mois ou quelques années plus tard, peut-être, pourquoi pas. Mais globalement, c'était une lecture très sympa, j'ai passé un super moment, je n'avais jamais lu l'auteur, c'est extrêmement, enfin, sa plume est extrêmement agréable. À nouveau, je ne suis pas forcément la cible, je pense, pour ce titre, puisque... alors, je me dis, un jeune adulte, ça lui parlera peut-être plus, pas forcément, parce que les années 90, ça lui parlera peut-être pas, mais ne serait-ce que par les thématiques abordées, je pense que les ados seront peut-être plus sensibles au titre que je l'ai été, mais en tout cas, à nouveau, j'ai passé un très chouette moment, et vraiment, moi, je vous le recommande avec grand plaisir. On va passer sur... toute autre chose, hein. J'ai découvert Violaine de Carnage avec ses contes venimeux, c'est de l'auto-édition. Alors, ici, on va découvrir 4 réécritures de contes de Blanche-Neige, du Chapeauté, de la Petite Fille aux Allumettes et de Barbe Bleue. Pour lecteurs extrêmement avertis. On est très loin des réécritures de Disney. On est ici, comme se définit elle-même l'autrice, une autrice, une écrivenimeuse. Voilà, c'était ça. Je cherchais parce que j'ai la dédicace et elle a mis un tampon. C'est ça, écrivenimeuse. Et c'est tout à fait ça. Donc, on est sur des réécritures de contes qui sont parfois gore, qui sont régulièrement malaisantes et glauques, qui peuvent être gênantes, qui peuvent vous mettre extrêmement mal à l'aise. Il y a, alors ce sont des réécritures de contes, toutes les 4, qui sont extrêmement spicy et sexualisées. Beaucoup de trigger warning, il y a beaucoup de choses qui peuvent heurter. Alors, je ne sais plus si elle a mis un avertissement. Il me semblait qu'il y avait un avertissement quelque part. Alors déjà, on a mis à disposition des mineurs interdites, hein, donc voilà, faut le savoir. Ben non, je ne sais plus. Mais elle n'a pas mis de trigger warning, mais il y en a vraiment énormément dans ce titre. Hein. Il faut savoir que Violaine de Carnage, elle ne va pas vous ménager tout point de vue. Mais j'ai adoré cette lecture. Vraiment, j'ai trouvé ça bousculant parfois. Des fois, j'étais un peu « Oh, c'est pas terrible quand même ». Mais c'est très bien écrit déjà, il y a parfois de l'humour. C'est intéressant d'avoir des réécritures de contes sous un point de vue horrifique. Et en même temps, je trouve qu'elle arrive également à dénoncer un certain nombre de choses à travers ce qu'elle raconte, notamment le rôle des femmes, hein, puisque là on va être à différentes époques. Le patriarcat, le féminisme est quand même extrêmement présent. Je trouve qu'on n'est pas très loin d'un female rage book quand même. Donc ces romans qui mettent en avant des femmes en colère, on va dire. Hein. Je crois que ma petite préférence quand même, c'est La Petite Fille au cocktail Molotov. C'est donc la réécriture de La Petite Fille aux allumettes. C'est déjà un conte de base que j'aime beaucoup. J'avoue que celui-ci m'a particulièrement plu sur une durée assez courte. Elle arrive quand même à vous faire des retournements de situation qui sont assez dingues, assez impressionnants. Voilà, j'ai adoré ma lecture, mais c'est vraiment à réserver à un public très averti et bien évidemment adulte. Mais clairement, je redécouvrirai du Violaine de Carnage et j'ai pas d'autres titres d'elle, je crois, mais je serai au Frisson Festival fin octobre. Et clairement, je compte bien lui prendre d'autres titres parce que j'ai adoré celui-ci. Un autre titre que j'ai adoré, mais pas du tout pour les mêmes raisons, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, publié chez Pocket. Un titre que vous avez vu passer, je pense, énormément parce qu'il a quand même fait pas mal de buzz quand il est sorti.
On est à Birmingham, en Alabama, en 1963 et des petites fillettes noires vont être retrouvées assassinées, et parfois pas que assassinées, mais très souvent assassinées. Et un flic à la retraite qui s'appelle Bud va être un petit peu chargé plus ou moins de l'enquête. Il va rencontrer par hasard Adela, qui est une femme de ménage noire, qui donc fait des ménages, voilà. Et il va assez vite se rendre compte que pour pouvoir aller mener son enquête à bien, et il a besoin d'Adela, parce qu'elle est noire, il est blanc, et afin qu'il puisse discuter normalement et obtenir un certain nombre d'informations auprès des gens de couleur, eh bien, il a besoin qu'Adela soit avec lui, et parfois même qu'elle mène l'enquête à sa place. Résumé assez light. Alors, c'est un roman qui n'est pas parfait, je trouve. Je trouve notamment qu'au niveau du style, c'est assez simple. On a beaucoup de dialogues, donc l'avantage, c'est que ça se lit super vite. On a parfois l'impression aussi, je trouve, qu'il ne se passe pas grand-chose finalement. Et l'enquête, par moments, elle m'est apparue secondaire. Voilà, comme si finalement l'intérêt, c'était Alabama 63 et c'était pas l'enquête en tant que telle. La résolution de l'enquête, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, un peu facile, mais finalement, le cœur de l'histoire, l'intérêt de cette histoire, en tout cas à mon sens, c'est la relation qui va se créer entre ces deux personnages. Une relation qui est extrêmement juste, mais également le racisme des États-Unis de cette époque-là. Un racisme qui est tellement ancré dans le quotidien que les gens ne le voient même plus. Pour eux, certaines choses sont normales alors que nous, quand on le lit, notamment le bus, voilà, le fait qu'ils étaient obligés de s'asseoir à l'arrière du bus, de laisser leur place, etc. C'est des choses qu'on a énormément de mal, nous, à l'époque actuelle, d'envisager et de comprendre, je sais même pas, mais en tout cas d'appréhender que ça ait pu exister et que les gens... les faits, enfin, ça me paraît assez incroyable. Il y a des fois, on est quand même pas mal énervé dans cette histoire. L'humour et la force d'Adela tout au long du roman, c'est assez incroyable. C'est une femme qui est passée par pas mal de choses difficiles. Elle est là, elle est debout, elle se bat. C'est assez génial. J'ai trouvé que c'était aussi très très réussi de la part des auteurs d'avoir réussi à nous mélanger des éléments historiques. Enfin, leur histoire se fond complètement dans les éléments historiques de l'époque, puisqu'on va nous parler de la marche de Martin Luther King, de la mort de JFK, et de d'autres éléments, notamment des Black Panthers, enfin voilà, etc., de plein de choses de cette époque-là des États-Unis. Et l'histoire se glisse très très bien dans cette fameuse grande histoire. Je trouve que le portrait des États-Unis de cette époque, il est assez juste. Parfois il rend fou, mais voilà, c'est très très réussi. J'ai adoré le duo Bud-Adela. J'ai beaucoup aimé la manière dont les auteurs nous ont raconté leur histoire à tous les deux. C'était une excellente lecture et franchement, si vous ne l'avez pas encore découvert, eh bien, qu'attendez-vous? Mais moi, je relirai d'autres titres de l'auteur. Je ne sais pas si j'en ai pas un autre, mais en tout cas, je continuerai à les découvrir puisque c'était super. Un autre roman que j'ai adoré, c'est Fin de ronde de Stephen King, publié au livre de poche, que j'ai lu en lecture commune avec Dorian. Donc, comme son nom l'indique, c'est le dernier tome de la trilogie Monsieur Mercedes et ça va être compliqué de vous faire un résumé parce que on est ici vraiment dans un tome 3 pur jus. Si je vous lis la 4e, ça vous spoil une partie de Monsieur Mercedes, donc j'ai pas forcément mon livre. Monsieur Mercedes, si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, au début, on a un homme qui va, donc au volant d'une Mercedes, qui va faire un carnage. Il va rentrer avec sa voiture dans une foule qui était à une foire à l'emploi. Ces gens y étaient, c'est des gens dans une époque des États-Unis où il n'y avait pas beaucoup de travail et beaucoup de chômage. Et ces gens attendaient depuis toute la nuit que le gymnase où ils allaient ouvre leurs portes et la Mercedes voilà, leur est rentrée dedans. Ça a été un drame au début du tome 1 qui a occasionné beaucoup de morts et qui a un certain nombre de conséquences sur le tome 1, un petit peu moins le tome 2 et quand même beaucoup le tome 3. Je vous dirai rien de plus parce que je pense que c'est vraiment dommage de démarrer en en sachant trop sur ce tome 3. Donc c'est un tome qui va être centré principalement autour de Bill. Donc Bill, c'est un personnage que l'on rencontre dans le tome 1, un flic à la retraite qui va essayer de découvrir qui est ce fameux conducteur à la Mercedes. Donc on le retrouve dans ce tome 3. Et il va affronter sa némésis, il va affronter la personne qui
qui le hante depuis un certain temps. On est ici sur un roman avec une thématique assez surprenante. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette thématique dans ce tome-ci. Alors, j'ai écrit la thématique sur la note que j'ai sous les yeux, mais je vais choisir de ne pas vous la donner parce que moi, je ne la connaissais pas. Et alors, je suis partagée parce que je pense qu'il y a peut-être des gens, cette thématique peut vous heurter. Moi, j'ai trouvé ça très touchant et extrêmement intéressant que King parte en partie sur cette thématique-là. Donc, je préfère ne pas vous la donner. Si vous avez envie de la connaître, bien évidemment, envoyez-moi un MP sur Instagram, je vous la donnerai. S'il y a certaines choses qui vraiment sont très difficiles pour vous. C'est un sujet, effectivement, qui peut être très dur. Et moi, quand je l'ai lu, je n'ai pas pensé que ça pouvait perturber certaines personnes. Mais en échangeant avec Dorian, effectivement, c'est vrai. C'est un sujet qui peut heurter certains d'entre vous et qui peut vous mettre dans le mal. Si également, vous voulez savoir de quel sujet on parle, c'est l'auteur Stephen King l'aborde dans sa note de l'auteur à la fin du roman. Le risque étant de vous faire spoiler, bien évidemment. Mais sachez que l'auteur en parle à la fin. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant que l'auteur aborde ça de cette manière-là et qu'il le dénonce. C'est compliqué de dire qu'on dénonce un sujet comme ça parce que c'est extrêmement personnel et lié à chacun d'entre nous. Donc c'est compliqué de dire ça. Mais en tout cas, il l'aborde, il le traite et je trouve ça intéressant et assez fort d'avoir osé le faire. Il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé ce tome 3, notamment parce qu'il y a un tout petit peu de un tout petit peu. Il y a du fantastique dans ce tome 3, donc il faut le savoir. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les tomes 1 et 2. Il y a des petites touches par-ci, par-là. Mais là, on est vraiment sur une thématique quand même assez fantastique. Et je trouve que King, il arrive à relier les 3 tomes vraiment de très belle façon. C'est une vraie trilogie. Vraiment, il faut les lire dans l'ordre. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas les lire séparément. J'ai trouvé que la fin était extrêmement réussie, ce qui n'est pas toujours le cas chez l'auteur, donc ça vaut le coup de le noter. C'était captivant, c'était intense, le suspense, il est de plus en plus présent tout au long de l'histoire. J'adore les 3 personnages, Bill, Holly forcément, et puis le jeune garçon dont j'ai oublié le nom, et puis la Némésis qui est quand même là, qui est quand même présente. C'était super, la fin est top. Voilà, je vous recommande Monsieur Mercedes si vous ne les avez pas encore lus. Franchement, c'est en tout cas, moi je trouve de l'excellent Stephen King. Et franchement, n'hésitez pas, foncez. Et on va terminer également par une autre fin de trilogie, puisque j'ai terminé Les Aventuriers de la Mer, le tome 3 de Robin Hobb, publié chez J'ai lu, que j'ai lu également en lecture commune avec Dorian. Une très bonne clôture de série. Je peux pas vous faire trop de résumé à nouveau, c'est un tome 3, donc c'est quand même extrêmement compliqué. On est dans un univers de fantasy dans lequel on a les bateaux prennent vie et on les appelle des vive-nefs. Ils appartiennent à différentes familles au sein de cet univers. Et nous, on suit un personnage principal féminin, en tout cas au début du tome 1, qui veut essayer de récupérer son bateau que son père a donné à son gendre, à lui. Et on la suit elle, mais on ne la suit pas que elle. On va suivre plein de personnages différents tout au long de ces 3 tomes. Avec plein de fils narratifs différents. Et Robin Hobb, elle arrive ici à raccrocher tout ça, à les lier les uns aux autres. Alors même si nous, au fur et à mesure de l'histoire, on commençait à voir les liens qu'il pouvait y avoir entre certaines histoires. Mais là, elle relie vraiment tout super bien. C'est un tome où il y a énormément d'action, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'événements. C'est un tome assez dense à lire, j'ai trouvé, parce qu'il y a également beaucoup de batailles. On retrouve tous nos personnages qui finissent par se rencontrer pour certains, par s'affronter pour d'autres, à se retrouver encore pour d'autres. Comme je vous disais, elle raccroche tous les fils narratifs et on a les réponses 99% des histoires de tous nos personnages. Donc c'est un tome où il y a vraiment beaucoup d'informations à intégrer, j'ai trouvé. Donc beaucoup de batailles, beaucoup de combats, beaucoup d'événements, beaucoup de clôtures, beaucoup de fins de plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué, c'est assez dense à lire. C'est extrêmement agréable hein, parce que Robin Hobb, elle a une plume tellement fluide. Donc c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Juste, il y a un énorme trigger warning dans le dernier tiers, je pense, même, je suis pas sûre que ça arrive au tiers, mais en tout cas, il y a un événement qui arrive qui m'a un peu gênée parce que je trouve que c'est un événement qui change un peu, qui change pas un peu, qui change complètement l'opinion qu'on a sur un des personnages. Si vous l'avez lu, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Et je suis pas certaine
que c'était indispensable. Je suis très partagée sur ce sujet, quand bien même l'autrice traite cette thématique et puis après la développe jusqu'à la fin d'une manière qui lui est propre. Mais je pense qu'il y a des gens, à nouveau, ça peut être perturbant pour certaines personnes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'avoue que c'était un peu étrange qu'il y ait ce sujet-là qui arrive là un peu comme un cheveu sur la soupe. En plus, avec un personnage vraiment, on ne s'y attendait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Donc, c'était assez gênant et assez étrange d'avoir cette thématique-là maintenant. Mention spéciale pour tous les personnages féminins de cette énorme trilogie. Les femmes ont vraiment un rôle extrêmement important, qu'elles soient guerrières, qu'elles soient médecins, qu'elles soient mères de famille, qu'elles soient enfants, qu'elles soient juste femmes. Elles sont fortes, elles sont présentes, elles se battent pour parfois leur propre choix, parfois pour leur famille, parfois pour leurs enfants. Elles font des concessions, elles acceptent certaines choses, en sachant que c'est peut-être le meilleur choix pour les autres, pas forcément pour elles. Bref, je pense que le titre est mal choisi. On aurait dû les appeler les aventurières de la mer, cette série, et pas les aventuriers, puisque finalement, je trouve qu'il y a une énorme présence des femmes tout au long de cette trilogie, et elles sont représentées de plein de manières différentes, et elles sont très souvent très très fortes, et elles survivent à beaucoup de choses. Bref, c'est une trilogie que j'ai absolument adorée. Par contre, j'ai bien avoué que le lien avec l'Assassin Royal, en dehors de quelques mentions par moment de certains personnages ou de certains lieux qu'on a dans l'Assassin Royal, je suis un peu sceptique. Alors, il est vrai que à la fin de l'Assassin Royal, il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose aussi qui apparaît. Donc, je me dis, est-ce que ça va être sur ce côté-là que les deux séries vont se relier? Et puis, on nous parle également non, c'est pas le château des anciens, je sais plus comment s'appelle une des séries de l'Assassin Royal, mais en tout cas c'est évoqué ici à la fin. Donc je me dis, voilà, je pense que tôt ou tard il y aura des liens, et dans la suite, que je vais bien évidemment lire, on finira par voir quels étaient les liens entre les différentes séries. Mais voilà, comme beaucoup, je ne peux que vous recommander de découvrir Robin Hobb, l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer, qui a vraiment été une excellente lecture. J'ai adoré ce titre, et clairement ça c'est un titre que je relirai un jour, c'est absolument certain. Voilà, j'en ai terminé pour toutes mes lectures d'août. J'ai essayé d'aller assez vite, mais on est quand même à 37 minutes. Voilà, merci beaucoup pour les courageux qui sont arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un smiley juste pour m'indiquer que vous êtes passé par là, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.